Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc, je vais vous laisser vous introduire très rapidement, Maxime et Mathieu. Bonjour à tous, merci à La Source de cet accueil. Je m'appelle Maxime Tokajevich, je suis en charge du planning strat et de l'innovation au sein de la Fédération française de football. Et donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Mathieu Lepalette, je suis senior vice-président d'Opta et j'interviens pour la deuxième fois sur Le Corner en tant que consultant. Et c'est un plaisir d'être là. Et tu feras une présentation à chaque épisode du coup, toi. Absolument, pour que les gens se souviennent de moi. Top. Non, Maxime, en gros, on est là pour parler un petit peu de transformation digitale et un peu aller dans les orientations qui t'intéressent, toi. Mais en gros, il y avait un sujet qui nous intéressait vraiment, c'est l'évolution de la FFF et de votre transformation digitale qui a été lancée, si je dis pas de bêtises, il y a 4-5 ans. Et c'était pour un peu avoir votre feedback de quel était le postulat de départ pour vous, pour vraiment rentrer dans ces technologies-là et un peu peut-être faire un petit bilan de où vous en êtes actuellement et où vous allez dans le futur. Ouais, écoute, il n'y a pas eu un moment clé, j'allais dire, où on s'est dit, tiens, maintenant, on va balancer et on va lancer notre transformation digitale. Finalement, on a toujours été, j'allais dire, dans l'air du temps et ça s'est accéléré parce que les usages se sont accélérés et donc il fallait finalement répondre à ce besoin à la fois de la communauté, mais également et surtout nos clubs, nos ligues et nos districts, donc les organes décentralisés de la fédération. Et donc, c'était comment on répond finalement à ces attentes-là. Donc, c'est vrai j'allais dire, en 2014, pourquoi, en effet, il y a 4-5 ans, ça a pu s'accélérer, ça s'est accéléré par aussi notre structuration. C'est-à-dire qu'à un moment, pour répondre à ces besoins, il a fallu se structurer, et notamment au niveau de notre DSI, où il y avait quelques personnes, et ça s'est densifié en termes de nombre et en termes de compétences, mais également aussi côté métier, de la direction marketing, mais également les directions plus techniques, se sont structurées avec, j'allais dire, le recrutement de personnes expertes, j'allais dire, sur ces sujets-là pour piloter ces projets de transformation digitale. Non, j'allais dire, t'as dit un truc clé, c'est que le digital, il doit être transversal. Tu peux pas avoir ce silo digital avec cette direction digitale et même si elle se staffe bien, l'important, c'est que dans tous les corps de métier, tu retrouves au moins quelqu'un qui parle ce langage-là, qui est capable de le faire. Et ça, tu confirmes qu'à l'effet, vous l'avez identifié rapidement, que tout le monde a, si ce n'est sa personne du digital, au moins des compétences qui permettent d'avoir une approche transverse sur le Voilà, sur le en tout cas en gestion de projet. En gestion de projet, parce qu'aussi l'idée, ça a été, et on était déjà un peu ouvert sur notre écosystème, évidemment, mais ça a été de l'être encore plus, avec par ailleurs aussi une création d'une cellule d'innovation dédiée à ces sujets-là, pas uniquement digitaux, mais sur l'innovation de manière générale. Et donc, ça a été de dire, en effet, on a des personnes qui vont être en charge de piloter ces projets-là et de travailler éventuellement avec des sociétés tierces pour créer de la valeur en termes de contenu, en termes de nouveaux services et notamment de services digitaux. Ouais, parce que c'est ça qui est doublement dur pour vous en plus, c'est que la plupart des organisations, ils ont à se concentrer sur un seul élément finalement. Quand tu regardes la ligue de football professionnel ou un club, ils ont une activité principale. Alors que vous, en fait, entre le côté très événementiel lié à l'équipe de France, entre la promotion du foot féminin, entre le championnat national et surtout votre besoin primaire, c'est contribuer au développement de la pratique en France et tous ces clubs amateurs. Voilà, pour tous, partout, qui sont inscrits dans notre ADN et dans nos textes et qui fait partie de notre mission de délégation de service public, évidemment. Donc ça en fait partie. Après, ça s'inscrit aussi dans des plans stratégiques fédéraux, qui sont la traduction opérationnelle des plans présidentiels, qui ont toujours eu lieu, mais voilà, là, on achève finalement le second, qui était le projet Ambition 2020 et qui était sur 4, on va dire, verticales fortes et qui sont, et vous allez le voir, pas nouvelles, mais j'expliquerai concrètement comment on a essayé d'y répondre, qui sont liées à la performance sportive et la performance en particulier du haut niveau. Donc les équipes de France, mais également des clubs que l'on a en gestion en termes de droits. Donc tu as évoqué le foot féminin par les clubs de D1 Arkema évidemment, le national ou d'autres. Donc ce premier pilier de la performance sportive était quelque chose d'important. Il y a le développement du foot féminin évidemment, et c'est vrai que le projet Ambition 2020 a débuté en 2016 et ça achève donc en 2020, et il y avait en point de mire évidemment la Coupe du Monde 2019 féminine. Donc comment on structure en gros cette pratique-là, et même on commence à créer une certaine économie autour de ça. Et après il y avait le développement de la pratique. Et donc ça, évidemment, la pratique, ça reste notre mission principale. Et voilà, je reviendrai tout à l'heure sur sans doute une question qui est, à quelle problématique on fait face. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire la pratique, on va dire traditionnelle du foot à 11, de compétition, non pas vécue. Il y a une vraie offre qui répond à une vraie attente, mais aujourd'hui, on voit dans les usages qu'il y a une évolution, et donc comment on s'adapte à cette évolution-là en densifiant notre offre de pratique, notamment. Et après, il y avait un enjeu davantage de marque, mais de développement de la marque ou des marques de la fédération, donc la marque équipe de France évidemment, mais ces autres marques produits type Coupe de France en France, mais avec un vrai enjeu aussi à l'international.
Ouais, je pense que la difficulté, effectivement, si tu vas peut-être nous en parler après plus en détail, mais j'ai envie de te dire, la partie immergée de l'iceberg, c'est ça qui est difficile. C'est comment tu travailles avec les clubs de district, avec les districts, comment tu travailles en région, parce que l'univers digital de l'équipe de France, même de l'équipe de France féminine, c'est quelque chose qu'on voit tous, qu'on peut apprendre de manière un peu plus facile. Mais comment tu digitalises en district, comment tu digitalises un club ici dans le 92, c'est ça le nerf de la guerre. Et je pense que les gens oublient que c'est une grosse partie de votre métier. Et que c'est pas simplement faire en sorte que les jours où il y a un match au Stade de France, ce soit suivi sur les réseaux. Je pense que complètement. On a aujourd'hui 14 000 clubs, donc cet ancrage territorial, c'est le cœur en gros de notre fédération, et c'est comment en effet on les accompagne avec une offre de service, avec une offre de contenu dans le déploiement en gros de la pratique pour tous et dans tous les territoires. Et donc j'allais dire cette transformation digitale, elle s'est faite par la dématérialisation de nos process assez rapidement. En tout cas depuis 2014, on a dématérialisé par exemple la feuille de match. Donc en gros avant c'était du papier qui était scanné, etc. Et aujourd'hui ça y est, c'est à peu près 95% de nos compétitions aujourd'hui bénéficient de cet outil-là. Donc en gros on a une remontée à peu près de 25 000 matchs, voire 30 000 matchs par week-end sur en gros les résultats, qui a joué, etc. Donc on a un flot de données qui est assez important. Donc la collecte a été un point important. La dématérialisation de nos process, ça passe également par la prise de licence. Voilà, la prise de licence, on va dire papier au sein du clubhouse, etc. Ça reste parce que le point de contact est extrêmement important, mais on a engagé depuis 2 ans cette notion de dématérialiser aussi cette prise de licence. Et aujourd'hui, au bout de là, on va commencer finalement notre 3e année, mais on est déjà à plus de 50% des demandes de licences qui se sont fait désormais de manière digitale. Et la prochaine étape sur cet aspect-là sera aussi le paiement en ligne. Donc on évoquera tout à l'heure un petit peu les différentes relations qu'on a avec des startups, mais dans ce cadre-là avec Limonway par exemple, voilà, c'est eux qui nous apportent cette brique de paiement. Donc on est qu'au balbutiement et au début, mais voilà, on a comme ambition qu'on puisse aller jusqu'à la fin, j'allais dire, du processus de prise de licence. Et aussi cette dématérialisation des process, ça va avec la dématérialisation des rapports de match, des rapports pour les arbitres, pour les commissions, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, et il y a le côté acculturation aussi de ce type d'usage auprès de nos clubs et de leur communauté. Ouais, donc, parce évidemment. que c'est ce que j'allais dire, parce que là, ça paraît simple et pragmatique pour des gens qui travaillent dans le digital ou dans nos secteurs, mais effectivement, faire rentrer une feuille de match à une personne de 65 ans qui doit comprendre qu'il doit avoir la connexion Internet au clubhouse avant d'aller la rentrer au moment où tu rentres sur le terrain. Je sais que les premiers matchs pour jouer moi-même encore à un niveau district, c'est beaucoup plus compliqué à appliquer que conceptuellement à mettre sur papier, quoi. Non, mais le taux d'adoption, en tout cas, en effet, on peut avoir cet a priori là, et en fait, on s'est aperçu que très vite ça a pris. Et même au départ d'un POC, on va dire, sur un certain territoire et tout ça, en fait, il y a eu un bouche à oreille tel que tout le monde voulait avoir sa tablette avec son app et pouvoir le faire. Donc, il y a eu un taux d'adoption extrêmement fort là-dessus. Et après, il y a un taux d'appropriation aussi de l'ensemble des autres services que l'on veut mettre en place, parce que le deuxième pilier après la dématérialisation des process, c'est tous les outils qu'on peut mettre à disposition de nos communautés, et les outils bord de terrain en particulier pour nos clubs, et j'allais dire les différents rôles des clubs. Donc, les joueurs, les pratiquants évidemment, mais les éducateurs, les dirigeants, les arbitres. Et donc là, on est en train de développer toute une flotte de services qu'on leur met à disposition. Donc on a une app pour les entraîneurs et les éducateurs à travers My Coach by FFF. J'aurai l'occasion, je pense, de le détailler tout à l'heure. On a une app aussi pour les joueurs. On va sans doute aussi avoir une app pour les arbitres. On avait une app aussi pour les dirigeants. Voilà, nous, notre axe a été de dire, on va développer soit en interne, soit en externe type MyCoach, voilà, des outils digitaux utiles et qui vont faciliter finalement la vie de nos clubs au quotidien, pour presque qu'ils se concentrent sur l'essentiel, qui est être avec les enfants ou avec les plus âgés. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, j'allais dire, leur vraie valeur ajoutée, sur quoi on les attend. Ouais, et c'est rigolo d'ailleurs parce que ça me fait penser au métier de Mathieu, où toute cette donnée-là, ça devient de la data. Et effectivement, en tant qu'utilisateur final, maintenant tu commences à avoir des points de data qui va être super riche sur l'agrégation de toute cette data-là à moyen terme, parce que pour la petite histoire, N'Golo Kanté qui joue à Suresnes, il y a eu une tonne de reportages quand il y a eu son éclosion, et finalement t'avais aucune information sur lui, t'avais aucun contenu audiovisuel, t'avais aucune data. Comment est-ce que les gens comme ça passe en travers des mailles du filet, et finalement ça recoupe un peu avec la professionnalisation assez avancée de la data maintenant.
C'est vrai qu'on s'est pas, je te laisserai, pardon, c'est vrai qu'on s'est pas coordonné avant. En tout cas, tu connaissais pas mes réponses, mais en effet, c'est le troisième pilier qui est lié à la data. Et c'est la data à double titre, c'est la data sportive. Donc, on l'évoquait au niveau amateur, mais même au haut niveau. Il y a, c'est vrai, avec Stade Perform, un partenariat qu'on a quasiment de recherche avec la DTN, qui est sur le parcours du joueur. Donc, ça y est, on commence à avoir des rapports où on suit un certain nombre de joueurs et on sait leur parcours, le temps joué, etc. Donc, depuis pas mal de temps et tout ça, et qui nous permettent, en gros, de suivre tout ça. Alors, nous, on n'en a pas un usage, j'allais dire, mercantile et de détection. Au sens marchand du joueur, mais en tout cas nous ça nous permet de suivre tout ça et de voir éventuellement s'il y a des trous dans la raquette ou d'amplifier certains axes beaucoup plus concrets sur certains joueurs. Et puis il y a donc ça c'est la partie sportive et donc on est dans la construction, alors c'est un mot un peu valise mais d'un big data sportif, mais c'est vraiment ça l'enjeu où on récupère toutes les données de haut niveau mais aussi les données amateurs et après se pose la question de la restitution de ces données-là au métier. Donc c'est un vrai enjeu aussi de travailler sur des rapports clés en main pour les staffs techniques, pour l'aspect très technique, mais également pour la partie, on va dire, client final, donc nos pratiquants, mais nos fans de manière générale, où là, on est plus sur la connaissance client, donc les données dites marketing et client, où là, depuis 2010, on construit notre stratégie CRM, dans laquelle maintenant, on travaille sur des plans relationnels où l'idée n'est pas juste de dire, tiens, achète le maillot ou achète la billetterie, mais tiens, bonjour. Bienvenue dans la famille FFF. Tiens, voici en gros les avantages et tout ça. Et storyteller finalement quelque chose tout au long de la saison avec toute notre force de contenu. Ouais, ce qui est fondamental parce qu'effectivement il y a c'est des gens qui sont adressés par plusieurs fédérations, ils ont certainement aussi une affiliation avec un club en particulier, donc réussir à leur parler d'une manière qui va les toucher, j'imagine que c'est un challenge qui est hyper important. Et c'est vrai quand on pense data sportive, on pense la data qui revient le plus souvent c'est le kilomètre parcouru, alors que je vais pas faire un cours magistral sur comment sont connectées les data, etc. C'est encore une tech qui est différente de ce qu'on faisait nous avant parce qu'on le fait maintenant. Mais c'est vrai que la data, je pense aussi et pour les entreprises du sport, le challenge de la data il est avant tout sur connaître son client. Ensuite, la partie performance, c'est un silo dans tout ce qui peut être fait dans le monde de la data. Et je pense à plusieurs organisations sportives qui recherchent parfois des chief data officers, mais qui prennent des mecs qui viennent du sportif. C'est important, je le conçois. Et effectivement, le sportif, il engendre beaucoup de choses au sein d'une fédé ou d'une ligue ou d'un club. Mais aujourd'hui, la data, c'est bien plus vaste que ça. Et justement, sur ce sujet, par rapport à ce que disait Sam par rapport à N'Golo Kanté, comment toi, à titre perso, ou comment vous à la fédé, vous percevez le fait que c'est un marché qui commence à se fragmenter, le fait qu'on peut aujourd'hui collecter data de manière un petit peu indépendante, le fait qu'il y ait aussi des acteurs, je pense à Tonseur par exemple, je sais pas si vous avez eu affaire à eux, qui eux aussi décident via de la captation vidéo qui est fait par le particulier de générer un peu de data. Est-ce que voilà, comment en tant que fédé t'appréhendes aussi le fait que la tech elle vient morceler ce marché-là, elle va créer du contenu que tu vas pas forcément maîtriser. Voilà, qu'est-ce qui se passe à la fédé pour soit lutter, soit s'approprier la chose? Comment vous voyez les choses? Alors il y a plusieurs aspects. Il y a la notion de droit, c'est-à-dire des choses sont captées dans des compétitions dans lesquelles ces acteurs-là n'ont aucun droit. Il y a aussi le fait que certains acteurs, alors Tonseur éventuellement en fait partie, vient prendre des données sur notre écosystème et est-ce qu'ils ont le droit de le faire, voilà. Donc il y a tout cet aspect-là, mais est-ce que on est nous dans notre rôle aussi de pouvoir éventuellement démocratiser cette donnée ou en tout cas une partie d'entre elles et de l'offrir, j'allais dire, à l'écosystème, des données, j'allais dire entre guillemets marchandes. Est-ce qu'on trouve un business model, ça c'est autre chose, mais en tout cas voilà, on pourrait dire ça fait partie presque d'un actif national qu'on met à disposition de tout le monde. En revanche, nous on a toute une notion de données calculées, typiquement les données de la feuille de match informatique. Maintenant aujourd'hui on peut trouver un historique, voilà, on peut restituer sous forme infographique des données intéressantes. Après, en effet, on voit il y a énormément d'acteurs qui se positionnent, qui proposent aussi des données pour un usage technique type scouting, etc., qui était déjà historique. Nous, on se positionne en se disant, on regarde ce qui se fait et en fait, on essaie de trouver aussi des solutions pour nos clubs parce que nos clubs, eux, après, vont devoir payer en plus, j'allais dire, auprès de ces sociétés-là, des statistiques qu'on pourrait être en mesure éventuellement de collecter aussi. Donc, pour l'instant, on n'a pas un modèle où, en gros, on a un partenariat très resserré avec un fournisseur en particulier, mais évidemment, c'est des sujets que l'on regarde, mais qui est lié aussi à la captation.
Et ça, le sujet de la captation, aujourd'hui, on voit que tous les fans veulent avoir les vidéos de leur équipe, même si elle est au plus bas niveau. Et donc, la captation automatique, voire la génération de statistiques dites automatiques aussi, c'est un vrai sujet qu'on a dans le pipe depuis maintenant un an et demi, et on a bien avancé là-dessus. Mais voilà, il faut après trouver un business model. Ouais, c'est ça, parce que j'allais dire, un truc qui paraît fondamental, c'est effectivement avec le côté bite-size content que tu vois sur toutes les plateformes digitales des GAFA. Je me dis, comment est-ce que vous allez aborder ça? Parce que effectivement, tous les droits que vous avez sur les images fondamentalement de vos compétitions, alors il y a la double question, c'est comment vous les exploitez et dans quelle limite ça devient de la propriété personnelle ou ça devient la propriété de la fédération qui a le droit de l'utiliser comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avancez sur ce côté capture pour justement coupler la partie vidéo avec la partie data. Ouais, alors nous, voilà, on a un catalogue de droits assez important, un catalogue produit extrêmement important. Donc nous, ça va évidemment du très haut niveau, mais ça concède à des broadcasters de manière assez classique. La Ligue 1, la Ligue 2, c'est pas de notre côté, mais après, voilà, il y a les championnats dits nationaux, donc National 1, National 2, National 3, et après on tombe dans l'escarcelle, j'allais dire, de nos ligues au niveau R1 et tout ça, et après nos districts. Donc là où en gros on n'a pas de droit de regard, ils font l'exploitation de leurs droits comme ils le souhaitent. Après nous on a un enjeu en effet de médiatiser un maximum le football de manière générale, et c'est vrai que on avance bien, on espère prochainement annoncer des choses sur la médiatisation de ces championnats-là, mi-pro, mi-amateur, on va dire N2, N3, c'est plutôt de l'amateur, mais où il y a un volume de match colossal, et où il y a en effet des demandes de captation et de vidéos. Donc on est en train de travailler fortement là-dessus, et on voit que voilà, il y a des notions mais est-ce qu'on a le droit ou pas de le faire, mais après il y a une notion aussi d'RGPD aussi, parce qu'on capte des gens. Donc certes les joueurs, mais également ceux qui sont autour de la main courante, etc. Donc c'est-à-dire toutes ces solutions, mais comme Rematch par exemple ou Tonsor ou d'autres, qui captent des images, même amateurs là-dessus. Est-ce qu'ils ont le droit après de le diffuser? Est-ce qu'ils ont demandé l'avis des personnes qui sont présentes à l'image, etc. Donc c'est là où il faut qu'on se capte là-dessus. Ouais, et à l'époque fondamentalement, tu avais déjà un acteur indépendant, Visiofoot, qui faisait ça pas mal pour vous, et finalement ça va dans le sens de l'histoire. Et j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des problèmes avec justement ces méthodes de captation, parce que finalement, un peu comme au niveau professionnel, n'importe quel sportif aime cette visibilité qui lui est donnée. Et donc fondamentalement, il n'y a pas eu ce problème-là. Alors le problème de la GDPR n'était pas autant d'actualité en 2010 ou dans les années où il y a Visiofoot était vraiment très bon, mais finalement ça va dans le sens de l'histoire de pouvoir mettre ce contenu à disposition des joueurs. Je pense que la difficulté, c'est ça, mais en fait, c'est beaucoup sur le fait que la tech progresse beaucoup plus vite que le cadre légal. Et tu vas constamment avoir une progression technologique, alors que le cadre légal a besoin que quelque chose se passe pour légiférer et ensuite le mettre en place. Et c'est pour ça que ce qui est difficile, et là je sors du cadre de la FF, pour vous comme pour la DFL, comme pour la Liga en Espagne, si pour prendre un exemple de ligue, c'est comment dans le temps où la loi est pas raccord avec la tech, comment est-ce que tu décides de travailler? Est-ce que tu décides de faire de la répression, c'est-à-dire ces techs-là on n'en veut pas, ils viennent nous emmerder sur nos droits, donc on va les combattre, on va leur envoyer des lettres, on va leur envoyer nos avocats, ou est-ce qu'on essaye plus ce modèle, je dirais NBA, même si c'est pas forcément le bon exemple parce qu'au niveau lawyer et attorney, ils sont plutôt, on est pas mal, ils sont plutôt calés, mais plus se dire on essaie de comprendre la tech, on essaie de l'embrasser, et puis une fois qu'on a vu un petit peu tout le monde et qu'on s'est mis d'accord ou pas, on voit si quel cadre légal peut s'appliquer, si on travaille ensemble, si on travaille pas ensemble. Et c'est tout ça l'objet, nous. C'est vrai qu'à travers, mais c'était déjà le cas un peu avant, mais là, à travers la constitution de cette cellule d'innovation aussi, c'était d'être très ouvert sur son écosystème et de qualifier en gros les solutions et de se dire, bon, votre solution, elle est pertinente, elle est pas pertinente. Sachez que vous pouvez nous voir. En effet, vous voulez adresser un marché où finalement, vous avez peut-être besoin de l'aval de la Fédé, et donc on va essayer de travailler ensemble et trouver un truc gagnant-gagnant où toutes les parties, on va dire, droit, les aspects en fait très juridiques, on va essayer de les surpasser ou se dire dans un laps de temps de 2 à 3 ans, on va essayer ensemble d'y arriver et tout ça. Donc c'est un peu le sujet où en effet on veut pas être juste à Paris où on bloque tout. Ouais. C'est pas tout ça le sujet, parce qu'en effet il faut répondre. Tu t'évoquais en effet il y a un besoin des joueurs et des clubs et des staffs sur un usage très sportif, mais il y a une demande aussi de la communauté des fans. C'est certes des niches, mais niche plus niche plus niche vu le nombre de matchs et le nombre de clubs. Ouais. Voilà, nous il y a un enjeu aussi de la médiatisation du foot. Ouais, et c'est justement la complexité pour une fédération de pouvoir tacler chacun de ces sujets indépendamment avec les moyens qui sont les autres malgré c'est ça, c'est que évidemment on en reviendra un peu dans nos relations avec nos pairs et notamment les autres fédérations françaises de sport
Nous, évidemment qu'on a des moyens. Tout le monde pense qu'on a plein de moyens, etc. Je trouve que l'écosystème évolue un peu. Avant, on était un peu perçu comme la vache à lait, et donc il pouvait arriver avec tiens, très bien, achète-moi ce truc-là. Là, on voit qu'il y a une évolution aussi dans nos relations, où en gros, nous, on doit essayer de trouver des business models les mieux, enfin comme tout le monde, mais où nous aller demander à nos clubs de pouvoir mettre au pot aussi, c'est pas du tout aujourd'hui notre philosophie, parce que nos clubs, comme je disais, on leur demande déjà beaucoup de choses, de se structurer, donc ils engagent déjà pas mal de moyens sur leur structuration, et c'est vrai que si on peut leur apporter des solutions les plus adaptées et clés en main, ou même ils ont même pas à mettre au pot financièrement et budgétairement, c'est l'idéal, et c'est là où parfois on a des lenteurs. C'est-à-dire qu'on aimerait être extrêmement agile, mais comme on veut un truc qui est le mieux disant pour tout le monde, c'est pas si facile que ça. Puis, j'imagine qu'il y a aussi une difficulté, c'est que le fait d'être Fédération française de football, tu peux moins te tromper aussi. C'est-à-dire que il y a un enjeu d'image. Le moindre crash, c'est payé au centuple. C'est ça aussi l'enjeu je reviens souvent sur la partie c'est de l'innovation, mais c'est aussi cette culture de l'innovation, c'est-à-dire que voilà, on tente des choses et c'est d'accepter l'échec et il faut juste travailler la sortie, c'est d'être assez transparent sur les raisons de la sortie de ça, mais il faut quand même tenter des choses, et c'est vrai que voilà, il y a quand même un enjeu d'image, mais si on l'assume et il faut avoir un vrai support, j'allais dire, de notre direction générale, voire de nos élus, et ce qui est le cas. Donc c'est vrai qu'on peut tester et tenter des choses, mais en effet il y a quand même l'enjeu d'image aussi. Et je pense que le côté négatif est important, mais en essayant de se focaliser un peu sur le côté plus positif, parce que on a une audience qui est très justement start-up, nouvelles technologies, etc. Comment est-ce que certaines startups, tu parlais de MyCoach, mais ça pourrait en être une autre, comment déjà vous décidez quel sujet vous allez internaliser contre quel sujet vous allez externaliser, et quel est l'apport fondamental ensuite à partir du moment où vous intégrez une startup, et MyCoach vous l'avez fait de manière assez extensive, avec MyCoach by FFF. Comment est-ce que vous décidez d'externaliser ces ressources tout en créant de la valeur pour vous-même sur la stratégie plus globale? Écoute, nous, en tout cas, c'est à chaque fois, en effet, on qualifie une solution. On se dit, tiens, en effet, c'est intéressant ce qu'ils apportent. Est-ce que on peut le déployer? Ça fait sens, j'allais dire, dans les objectifs de la Fédé. Donc, dans l'exemple de MyCoach, en effet, ils arrivaient avec une solution de gestion d'équipe, avec des fonctionnalités très logistiques. Donc, j'envoie ma convocation, je vois le truc. Donc, on a trouvé ça très intéressant. En termes de méthode, on a dit, si on devait faire la même chose en interne, tiens, note de cadrage et note budgétaire, ça aurait eu un certain coût, etc. Et puis, quel bénéfice de travailler avec une boîte. C'est une certaine agilité et surtout, j'allais dire, des releases régulières. Et comme ils sont 100% consacrés à ça, ils ont cette capacité à faire. Alors que nous, c'est vrai qu'on peut lancer des choses, mais on a parfois des difficultés à faire des mises à jour. Et on sait que, j'allais dire, la valeur ajoutée d'une app, c'est quand il y a des fonctionnalités nouvelles, régulières, etc. Et c'est vrai que dans le modèle MyCoach, ce qui était intéressant, c'est qu'ils apportaient cette brique technologique. Et nous, on apportait aussi, au-delà de notre image et notre label entre guillemets de qualité by FFF, on a apporté deux choses, c'est les procédés d'entraînement, c'est-à-dire qu'en gros on apportait aux éducateurs, on a digitalisé l'ensemble de nos procédés d'entraînement, c'est-à-dire qu'un éducateur qui gère une équipe de U11, il a l'ensemble des procédés d'entraînement qui lui sont mis à disposition de manière digitale, et donc il peut planifier ses entraînements et enrichir ses entraînements d'une valeur qui est la formation à la française, je vais pas vous faire des tonnes là-dessus, mais qui est internationalement reconnue et qui est notre vraie valeur ajoutée. Donc il y a quasiment du e-learning, j'allais dire, en continu. Et le deuxième, c'est que on a réussi avec MyCoach à travailler aussi sur un business model où MyCoach étant payant normalement pour tous les utilisateurs, on l'a rendu gratuit pour l'ensemble de nos éducateurs licenciés. Et donc là, on a un taux, en tout cas, de téléchargement de cette app par cette communauté qui est extrêmement intéressante depuis 2 ans et qui va ne cesser que de grandir. Et donc voilà, c'est travailler aussi sur un business model qui est intéressant pour MyCoach et pour nous, et l'aider. Alors c'est compliqué, mais en tout cas c'est un de nos engagements, l'aider à ce qu'il puisse se développer des autres fédérations, ce qu'il fait aussi par ailleurs tout seul, mais il a déjà réussi, et voir à l'international aussi. C'est marrant, ça me fait penser à une conversation qu'on avait, Mathieu, à l'époque, sur le côté digitalisation des coachs. Quand tu parlais de Roberto Mancini, comment il utilisait la data à la mi-temps des matchs. Toi, tu le vois aussi côté amateur, cette appétence des entraîneurs qui se digitalisent et qui sont de plus en plus rigoureux, organisés, parce que... En fait, ils le font déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont leur groupe WhatsApp avec leur équipe et tout ça, et c'est vrai que et c'était quand même un élément important sur MyCoach, c'était de dire, l'éducateur a son app, les joueurs vont avoir la leur, et les deux vont parler. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé l'app joueur FFF. Et donc si l'éducateur
du pratiquant à MyCoach, ils peuvent interagir à travers ces deux applications, recevoir sa convocation, oui, ouais, je coche le truc. Et donc en fait, ils avaient déjà un comportement, j'allais dire digital, assez, j'allais dire grand public comme nous dans notre vie de tous les jours. Et c'est comment on leur apporte de la vraie valeur ajoutée en termes de service pour qu'ils puissent utiliser ça et que ça, pareil, ça leur facilite tout ça. Et après, l'usage de la donnée à destination des éducateurs, en tout cas au niveau amateur, on n'en est pas encore là. Ouais. On n'en est pas encore là, même s'il y a un enjeu de démocratiser cette donnée-là qu'on collecte et de la mettre à disposition du plus grand nombre. Ouais, et puis il y a un truc, tu vois, je parlais de l'exemple de Mancini, mais aujourd'hui les coachs amateurs, ils ont de la visibilité sur comment les coachs en pro travaillent, et t'as forcément un transfert. Comme de la même manière que quand nous on était enfants et qu'on jouait au foot, il y avait un transfert sur les joueurs qu'on aimait, sauf qu'aujourd'hui ce transfert il va au-delà de simplement la performance sportive, il est aussi dans le comportement, dans le management, dans l'utilisation. Je suis persuadé que tu parles à ton coach, c'est toi, je crois que tu es entraîneur-joueur, donc tu peux lui parler facilement à ton coach, mais je suis persuadé que le coach en district aujourd'hui, il a lu le bouquin d'Ancelotti, il regarde All or Nothing de Manchester City, et quand il voit un entraîneur se comporter d'une certaine manière, il a envie de faire la même chose. C'est un transfert qui est naturel, donc il a envie d'incorporer de la data, même si c'est de la data à son échelle et qu'il a un mec sur le bord du terrain qui la collecte. Et je pense que c'est là que la transition avec la Fédé va se faire. C'est-à-dire que il se dit, ma Fédé, elle me gère moi, mais elle gère aussi Didier Deschamps, son staff, son équipe et la manière dont il manage ses mecs, la manière dont il travaille sur la performance. Il y a un gros enjeu de formation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très bien d'avoir de la donnée, mais c'est le fameux, on a plein de données, mais quelles sont les données dites utiles? Et c'est là aussi, c'est que déjà, il y a une définition de la donnée utile. C'est-à-dire que, et tu le sais très bien, tu peux capter 200 ou 500 indicateurs sur un match, mais quel est vraiment celui qui est utile pour le coach, etc. Et puis, c'est l'appréhension et l'appropriation, j'allais dire, de ces données-là. Et c'est vrai que là-dessus, nous, en tout cas, dans la formation de nos éducateurs, il y a énormément de choses, de la gestion, etc. Mais est-ce que la partie data est vraiment prégnante aujourd'hui dans notre formation? Peut-être pas encore. Donc, c'est aussi de dire... tu seras prêt aussi à comprendre ces données-là et à les restituer. Ouais, parce qu'il y a cet enjeu-là aussi, parce que comme le foot, c'est sans doute le sport collectif où il y a le plus d'ego individuellement, et je me dis qu'en tant qu'entraîneur, quand je voyais les entraîneurs, en tout cas à mon époque, vraiment de manière plus active, il y avait vraiment le côté ego et le côté, moi je sais, c'est comme ça, et c'était pas forcément basé sur des recherches plus que pour une appétence pour un entraîneur qui arrive à jouer comme Pep Guardiola. Et je me demandais à quel point les résultats chez les coachs amateurs et sur le taux de consommation justement d'une plateforme comme ça, les résultats sont bons parce que même au niveau professionnel, il y avait l'exemple des Dallas Cowboys où le coach s'est fait virer parce que justement, à un moment, un journaliste lui a demandé mais à quel point vous basez vos changements et vos choix sur de la data. Il disait non, je crois pas du tout à ces choses-là, c'est beaucoup de l'instinct et du feeling. Et quelques semaines plus tard, il a été viré alors que fondamentalement, c'était un coach relativement historique avec une grosse image associée aux Dallas Cowboys. Donc c'est pour ça, moi, ma question, c'est à quel point les entraîneurs arrivent à faire ce virage digital, à quel point on arrive à mettre des méthodologies de rigueur qui sont bénéfiques pour la pratique du sport, pour la connaissance des utilisateurs et des coachs, et pour du coup le développement de sur cette question, en gros, la partie ego, ou en tout cas, moi je sais, et en gros, est-ce que j'ai besoin d'une aide extérieure, j'allais dire très... réel. Après, il y a une notion en effet de perception. En effet, moi j'ai pu entendre de dire mais moi je suis au bord du terrain, je vois mieux que voilà. Après, moi je vais pas m'exprimer là-dessus. Je suis pas du tout déjà sur la partie soit DTN, etc. J'ai aucune légitimité sur cet aspect-là. Est-ce que c'est en effet, vu le nombre d'éducateurs, et moi je sais pas, quand je dis éducateur, c'est plutôt amateur, hein, mais même là tu t'évoquais aussi au niveau surtout. Ça, je veux pas forcément m'exprimer. Sans doute que ça peut être un problème, mais je le connais pas. Mais en tout cas, les gens consomment. Vous voyez statistiquement que les gens consomment l'application MyCoach. Ouais, alors il y a assez peu de données, tu vois, au sens données sportives. Donc aujourd'hui, je pourrais pas m'exprimer, en tout cas juger par rapport à cet usage-là. Mais en effet, il y a un besoin. En tout cas, on voit que on est tellement nourri de données, sans doute. Est-ce qu'il y a un niveau de compétence dans l'interprétation de ces données-là? On peut se dire que on peut tendre vers ça, c'est-à-dire une professionnalisation entre guillemets de la compréhension de ces données-là. Après, sur est-ce que je suis ouvert ou pas à ça? Ça, j'ai assez peu de connaissances sur ce sujet. Moi, je peux t'en parler un peu, et aussi plus librement que Maxime, parce que je suis pas dans une structure qui a une DTN et qui a un coach, etc. Mais nous, on travaille avec un nombre incalculable de clubs aujourd'hui ou de sélections d'ailleurs. Est-ce qu'on a vu une vraie évolution dans la digitalisation, au-delà de la data, dans la digitalisation des clubs, clairement. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans ce métier,
très souvent, on parlait à des gens qui campaient sur leur position, qui étaient sur des convictions qui étaient celles dont tu parlais, c'est-à-dire j'ai été joueur ou j'ai été dans les staffs, je sais, tu ne sais pas. Clairement, aujourd'hui, on n'est plus du tout à ce niveau de discussion-là. Et donc, la quasi-totalité des staffs, même si le coach, le manager, celui qui prend la décision, n'est pas quelqu'un qui aime la data ou n'est pas quelqu'un de très digital, il a quelqu'un dont c'est le métier. Dans son équipe, parce que c'est quelqu'un qui est employé par sa fédération, parce que c'est quelqu'un qui est employé par le club, il n'a pas nécessairement amené avec lui, c'est pas son choix, mais il est là. Donc j'ai envie de te dire, le débat du digital dans les clubs aujourd'hui et dans les fédés et dans les ligues, on l'a dépassé. Après, si tu veux, il y a encore une barrière parfois avec certains coachs qui n'aiment ou n'aiment pas ça. Et le dernier, je pense le dernier combat qu'on a à mener, en tout cas dans mon métier, c'est qu'ils comprennent que c'est pas une question d'appétence pour la data ou pas. C'est pas une question de j'aime ou j'aime pas. C'est un outil. De la même manière que la nutrition est un outil, que la psychologie est un outil, la data et le digital de manière générale, c'est-à-dire pouvoir par exemple échanger avec tes joueurs sur leur performance, leur monter des clips, etc., ce qui selon moi est du digital, c'est un outil qui te permet d'être meilleur dans ton métier. Et dès que tu auras franchi ce cap-là, il y aura plus de barrières et la démocratisation du digital, la transformation du digital, je pense qu'elle sera réussie. Ça, c'est une question de génération. C'est-à-dire que les jeunes coachs qui ont connu le digital quand ils ont été formés, ils vont l'implémenter de manière beaucoup plus rapide que les mecs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et qui n'ont pas grandi avec ça. Mais ça, c'est générationnel, c'est le même sujet, je pense, dans toutes les industries. Ouais, et puis au-delà même de l'aspect purement sportif, comme tu évoquais, c'est voilà cette conduite du changement, cette transformation digitale qui sont un peu les mots tendances et tout ça, ils sont réels pour l'ensemble des directions. Moi, je fais partie de la direction marketing, c'est pareil, même si on pourrait penser qu'on est plus appétent là-dessus. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, et donc en effet, tu rentres dans une roadmap métier, tu rentres dans une certaine formation aussi de certaines personnes ou pas. Moi, le premier, et donc c'est comment je suis convaincu qu'en effet, ça va m'aider, j'allais dire là-dessus. Et c'est vrai que la partie innovation, nous, on en a un qui est lié au mode de fonctionnement, au process. Donc c'est un vrai axe et un périmètre prioritaire sur lequel on essaie de travailler et de se dire voilà comment on va essayer de fluidifier ou digitaliser certaines choses, certains process de travail aussi. Et voilà, c'est pas si aisé que ça, mais voilà, ça c'est pas que sur la partie sportive en effet. C'est ce que j'allais dire par rapport à la feuille de route que vous étiez créée pour arriver en 2020 justement à un côté plus digital. D'une manière générale, vous avez réussi à rentrer dans ces objectifs-là, où finalement le public adopte un peu plus lentement que prévu cette transformation-là que vous voulez pousser? Alors ça n'engage que moi, mais je pense qu'en tout cas on a été en capacité d'adresser beaucoup d'offres et de nouveaux services digitaux, mine de rien en quelques années. Après, il faut les mettre à jour. J'ai évoqué ça, donc ça c'est aussi un autre sujet. Mais en tout cas, on peut être fier de ça. Et après, en effet, il y a le taux de notoriété de notre service. Il y a, même si on arrive aujourd'hui à toucher normalement les utilisateurs finaux avec notamment notre CRM et tout ça, mais voilà, il y a le taux de notoriété et le tôt d'adoption. Donc, on voit qu'en tout cas tous nos KPI ne font qu'augmenter. Donc ça c'est un bon point. Il y a encore une vraie marge, notamment dans l'usage et dans la répétition de l'usage. Mais oui, je pense qu'on a calé. En tout cas, on est sur une bonne tendance, j'allais dire, sur nos objectifs. Ouais. Et je vais te poser une question que j'ai posée à JB de l'UEFA, et si tu peux pas y répondre, bien sûr, n'y réponds pas. Parce que tu parlais de la cellule innovation et du fait que c'était un sujet maintenant qui était assez établi. Est-ce que cette cellule aujourd'hui, elle a des objectifs, de revenus? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est vu comme quelque chose qui doit rapporter de l'argent à la Fédé? Écoute, en tout cas, ça a été un sujet, notamment dans le cadrage. C'était de se dire, voilà, comment, mine de rien, on part du principe que c'est de l'investissement, évidemment, mais comment, en tout cas, on peut essayer de trouver certaines sources de revenus. Donc, ça passe par la création de partenariats stratégiques, type MyCoach. MyCoach, en gros, ça ne nous coûte pas. Donc on peut le valoriser, il y a une certaine valorisation. Le deal qu'on a ensemble sur Stade Perform avec la DTN, il y a une valorisation de ce package-là. Donc c'est pas des revenus directs, j'allais dire, pour la Fédé. Et puis de toute façon, après, nous, dans la construction de nos business models et de nos business plans, nous aujourd'hui, notre modèle économique reste du B2B. C'est-à-dire que même si on a des ressources direct via billetterie, via merch, le cœur de notre business model, c'est le B2B2C, au sens où c'est notre diffuseur et c'est nos partenaires. Donc eux, il faut qu'ils fassent du business pour qu'en gros, ils souhaitent continuer à travailler avec nous. Et donc c'est vrai que très vite dans nos réflexions, à chaque fois qu'on peut être dans le cadrage d'un projet ou dans le lancement d'un projet, très vite, c'est comment on y embarque nos parties prenantes économiques. Et donc pour l'instant, on l'a pas encore totalement réalisé. On le réalise sur les packages marketing, on va dire, très traditionnels. Mais en effet, c'est un enjeu.
de pouvoir le faire, même si on s'est interrogé dans le cadrage aussi, de se dire est-ce que on travaille sur des placements financiers, est-ce qu'on on investit dans des boîtes. Voilà, on a failli le faire, mais plus en mode expérimentation ou pas. Mais voilà, en tout cas, on avait fait toute une étude légale parce qu'on est une association, etc. Et on a fait aussi une étude fiscale parce que de par notre statut d'association, on bénéficie d'un certain régime qui est, je suis pas du tout fiscaliste, mais en tout cas qui paraît intéressant. Et donc c'était de savoir est-ce qu'on peut le faire. Donc la réponse pour nos auditeurs, c'est oui, on peut le faire à condition de ne pas être majoritaire. T'es foutu, tu vas avoir des non, mais de ne pas être majoritaire, que en gros il n'y ait pas, je crois, un agent qui fasse partie de ça. Voilà, on est un peu cadré là-dessus, mais en tout cas, et même toucher un jour des dividendes dessus. Voilà. Moi, je pense que le point là-dessus, c'est surtout que, vous le savez, nous, l'ensemble des revenus qu'on génère, on a pour mission, et on est fiers de ça, c'est de le donner au maximum, j'allais dire, au foot amateur. Et donc, est-ce que, d'un point de vue politique, on se permettrait d'investir avec tout le risque inhérent à ça, une certaine somme dans une boîte sans être certain de récupérer quelque chose, et qui dormirait pendant 1, 2, 3, 4 ans? Voilà, c'est plutôt ces aspects-là, j'allais dire, où c'est peut-être plus compliqué à vendre, mais en gros l'opportunité c'est pas vraiment présentée. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais c'est une option. Le faire déjà, en tout cas, voilà, c'est plutôt oui, on serait encore une fois dans des conditions particulières, mais on sera en capacité de le faire. Mais ça serait plus sur, j'allais dire, de l'investissement stratégique et pas financier. L'idée est pas de donner une certaine somme d'argent que des gens vont placer. Même dans la Sportec et tout ça, c'est pas ça l'enjeu, c'est surtout de se dire, on va l'investir, on croit à la boîte, donc déjà on va utiliser leurs solutions et leurs services pour nous, mais on pense que c'est scalable auprès soit des autres fédérations françaises, soit évidemment nos pairs européens par exemple. Ah, c'est rigolo parce que c'est vrai que côté Bundesliga, ça fait sens qu'ils développent cette activité-là parce que c'est quelque chose de complètement privé et que clairement ils ont pris ce virage-là et une vraie structuration d'entreprise professionnelle comme le veut leur positionnement. Mais c'est vrai que fondamentalement, ça me fait penser au petit pitch de start-up qu'il y avait eu pendant la Global Sports Week où effectivement le petit côté nettoyer ses crampons, devoir civique, une personne qui a une bonne idée mais tu as envie de récupérer la chose un peu en interne et tu sais que tu peux l'amener beaucoup plus loin que s'il se fait récupérer ou imiter par un Nike ou Adidas. Ouais, tu as tout un ensemble de choses qui fait sens pour une fédération et j'ai envie de dire c'est encore au service du football plus qu'un vrai service commercial à proprement parler comme le voudrait un investissement. Non, mais c'est des innovations utiles. Enfin, nous, de toute façon, c'est le premier, j'allais dire, critère discriminant d'une solution, c'est est-ce que c'est utile pour nos usagers, j'allais dire. Et c'est vraiment ça. Et c'est vrai que tu prenais l'exemple de la brosse qui nettoie, etc. Alors, il a posé un brevet. Est-ce que le brevet est vraiment impossible? Bon, presque peu importe. Je pense que Nike peut passer où. Voilà, mais peu importe, c'est qu'en fait, c'est super. Ouais. C'est encore une fois, c'est que ça pue le foot, quoi. Ouais, et c'est ça, voilà. Et nous, c'est. Et ça pue la FFF, en plus. Voilà. Une vraie image. Et nous, on aimerait ça. Alors, on verra comment ça se traduira pour cette entreprise de manière très concrète. Mais en tout cas, voilà, c'est comment c'est très utile pour le foot de tous les jours. Et encore une fois, qui rend service, j'allais dire, à nos clubs et à toute sa communauté. Et puis, on n'oublie pas surtout l'audience, on va dire plus large, des fans de foot. Et eux, c'est comment on les engage un maximum et encore plus avec tous les outils, notamment sur le digital, nos réseaux sociaux et tout ça. Voilà, on a une communauté de plus de 26 millions de fans, etc. Donc, eux, évidemment, ils souhaitent un maximum de contenu principalement. Mais pourquoi pas d'autres services et tout ça. Donc ça c'est un vrai enjeu. J'allais dire c'est sur cet aspect-là où on va essayer de faire du business. Ouais. Parce que nos partenaires viennent pour toute la base évidemment, mais viennent aussi pour le fait qu'on dépasse aujourd'hui le cadre du foot. Et c'est vrai que l'impact de la Coupe du Monde par exemple, il est là. C'est-à-dire qu'on a, même si c'était le cas déjà avant, on a dépassé, j'allais dire, le simple fan et foot français. Ouais. Et donc du coup on a beaucoup parlé des acteurs qui sont déjà finalement affiliés à la fédération d'une manière ou d'une autre. Quelle est votre prochaine étape justement pour aller vers toutes ces personnes qui sont pas dans votre base de données parce que fondamentalement ils sont pas forcément associés à la FFF alors qu'on voit par le développement de pratiques annexes que ça soit dans la rue, que ça soit dans les urbanes, qu'il y a un vrai public fan de foot que vous réporteriez pas. C'est vrai que nous, en termes d'audience, de pratiquants, en tant que de licenciés, on va dire de manière générale, c'est vrai que on dit en général on en a 2 millions, et ce qui est le cas, mais on sait qu'il y en a plein d'autres qui pratiquent, ou en tout cas qui ont une activité football hors du cadre fédéral, et selon les études, on les estime quasiment autant. C'est-à-dire, on se dit en général, il y en a 2 millions aussi qui vont en effet pratiquer de manière entre guillemets sauvage ou dans la rue, qui pratiquent également à l'école ou qui pratiquent en effet dans les centres privés. Et c'est vrai que quand j'évoquais un peu nos axes de la stratégie fédérale
donc qui était la performance de haut niveau, le développement du foot féminin, le développement de la marque en France et à l'international. Il y avait également le développement de la pratique qui reste. Et c'est vrai que le côté foot à 11 de compétition, ça reste le cœur de notre offre, mais depuis pas mal d'années, on a un virage qui est sur l'offre dit loisir, c'est-à-dire comment on répond à cet usager qui dit notamment les 14-16 ans, les 20, 23, 24 ans, pour des raisons, j'allais dire, exogènes à la pratique, notamment sur ce segment-là, parce que le mec déménage, parce que il va faire ses études, etc. Et donc il part de chez lui et donc de sa communauté, on va dire assez classique. Et puis même les plus de 35 ans, là, ce qu'on appelle les vétérans, j'en fais pas encore partie. On y arrive vite. Ouais, voilà, mais et c'est vrai comment on a déjà. Ouais. C'est comment on adresse une offre et donc voilà, il y a tout un plan de déploiement là-dessus qui est par exemple on veut promouvoir le futsal qui est notre pratique, on veut promouvoir le beach soccer, on veut promouvoir donc pour l'anecdote le foot en marchant. Donc, le foot en marchant qui est une nouvelle pratique qui fonctionne très bien en Angleterre où là on l'expérimente et on le met à disposition et notamment qui est pour les plus âgés parce que pour des problèmes physiques et il y a plein de bénéfices de cette pratique-là parce que il y a une mixité, les garçons jouent avec les filles, les plus jeunes jouent avec les plus vieux, etc. Donc c'est sourire Mathieu, le foot en marchant. Le foot en marchant, je pense à Samuel, c'est sa spécialité. Ouais, j'ai une spécialité, c'est faire courir les autres autour et marcher moi. Donc en tout cas voilà, donc on s'inscrit vraiment là-dedans et ça c'est évidemment l'ADTN avec la Ligue de football amateur dans le déploiement dans les clubs qui propose ça. Et après le foot loisir de manière plus générale, c'est-à-dire pourquoi pas le foot à 11 mais je veux pas de la compétition, je veux pas forcément d'entraînement, voilà, donc qui est ça finalement qui répond aux besoins des mecs de l'urban par exemple, ou en tout cas des centres de foot 5. Et donc ça voilà, c'est quelque chose qui est engagé en termes de réflexion et qui commence en termes de déploiement à la Fédé, qui est pas facile, mais qui permet finalement d'adresser cette communauté-là et qui reste quand même, et c'est notre cœur, c'est de faire vivre ces clubs. Donc, on est dépendant aussi à ce que les clubs puissent proposer ça dans leur offre de pratique. Et donc, on est dépendant, mais en même temps, on est ravis de ça parce que ça reste notre ancrage local. On va pas faire un truc à côté. Donc ça se traduit comme ça, mais ça se traduit aussi, ce qui n'était pas forcément le cas, on va dire en 2006-2007 au lancement des centres privés type urban, Soccer Park à l'époque et qui est devenu le Five, etc. Ouais. Non, ou Soccer, oui, devenu le Five, ou chez Urban, enfin peu importe. C'était un moment, c'est une pratique concurrentielle de la nôtre, c'est des méchants ou c'est une off marketing, etc. Et donc c'est vrai qu'on a loupé le coche, j'allais dire, et en effet on a vu une perte de nos licenciés vers cette pratique-là. Et aujourd'hui on les considère vraiment comme une offre complémentaire. Et donc dans ce cadre-là, on a signé des conventions avec les 3 plus gros réseaux, des conventions qui permettent au niveau amateur à ce que nos clubs puissent bénéficier de certains créneaux, que nos licenciés en tant que tels puissent bénéficier d'offres pour aller jouer aussi au foot 5, etc. Donc voilà, ça c'est un vrai changement aussi et on est totalement inscrit là-dedans et ça c'est top parce que voilà, on vit, la marque en tout cas FFF vit aussi à travers maintenant ces centres privés. Mais donc l'ambition avec ce public-là, c'est pas nécessairement le transformer en licencié, parce que pour prendre un autre exemple, et pour parler d'un sport qui est cher à mon cœur et je connais bien aussi, je vois ce que fait la boxe. La boxe voit pas nécessairement les clubs privés qu'on pullule depuis quelques années sur cette pratique-là comme un concurrent, mais dans les échanges avec eux, l'ambition elle est toujours de transformer le pratiquant loisir en licencié, parce que c'est ton licencié qui ensuite indexe tes revenus, enfin voilà, parce que ton offre elle est je pense que vous si. C'est deux, d'accord. Je pense que si. Après il y a, si tu veux, je pense que naturellement je vais dans les centres de foot 5 parce que déjà j'ai déjà mon groupe de potes, etc. Je me plais, il y a une certaine pratique et c'est top, mais en même temps tiens, j'en veux plus. Ouais. Et qui peut me l'offrir? Et peut-être pas à 10 € à la séance ou d'autres choses. Et donc je pense que ces passerelles-là se feront naturellement. Après voilà, ça c'est comment aussi j'arrive à capitaliser. Est-ce qu'il y aura un jour une licence ou pas? Mais ça on rentre dans un autre sujet qui est beaucoup plus lourd. Mais voilà, déjà il y a des passerelles qui se créent, mais qui sont plutôt sur ma communauté FFF. Je la rapatrie en partie là parce que l'hiver, les terrains sont inondés, j'en sais rien. En gros, hop, il y a de l'indoor et donc voilà. Donc c'est plutôt travailler sur des passerelles là, mais évidemment que l'enjeu c'est d'avoir, en tout cas d'avoir la connaissance de cette communauté là au sein de la Fédé. Et même, je pense que techniquement il y a un vrai gain parce que maintenant là, vous avez digitalisé vous effectivement la feuille de match, etc.
Et je me souviens à l'époque, les centres de foot à 5 l'avaient relativement fait avant vous parce qu'ils avaient des avantages. Déjà, c'était des centres privés, donc l'installation de matériel, etc. Mais ils avaient déjà ce souci de faire de la découpe vidéo pour mettre à disposition des utilisateurs. Donc, j'ai envie de dire, il y a même un transfert de connaissances sur la partie digitale qui peut s'opérer parce que pourquoi pas avoir le même outil de feuille de match qui a une option de découpe. Et finalement, après, c'est juste une question de connecter l'ensemble des technologies. Ouais, ça on verra. De toute façon, ce qui est certain, à la différence d'un club, c'est que le centre de privé, il doit amortir ses installations qui sont monstrueuses. Et donc, en effet, il va essayer d'augmenter son panier moyen. Au-delà de la pratique, tiens, il y a une bière. Je te mets à disposition la vidéo. Je te mets à disposition des capteurs, enfin des GPS, on va dire. Donc évidemment, ils essaient de trouver plein de services à valeur ajoutée pour augmenter leur panier moyen. Nous, après, on verra. Pour l'instant, aujourd'hui, ça se traduit pas par la mise à disposition, par exemple de notre FMI ou d'autres choses, mais j'allais dire les relations sont créées aujourd'hui, et donc à nous d'être créatifs et de voir en gros ce que chacun apporte. Et on a beaucoup parlé finalement des connivences que vous trouvez avec ces différentes organisations. Donc sur le championnat national, effectivement, vous faites un peu de B2C finalement. Le football féminin, pour le moment, c'est encore régi par la FFF, mais il y a le sujet de la professionnalisation qui va arriver, etc. On n'a pas du tout parlé de votre relation avec la LFP. Comment est-ce que vous vous positionnez justement sur cette organisation, en sachant que donc, pour faire très synthétique, mais la LFP gère tout ce qui est sport professionnel et vous gérez tout le reste, mais on a vu aussi qu'il y avait des sujets qui se superposaient les uns avec les autres. Comment est-ce que vous arrivez à trouver des raisons de travailler ensemble? Alors, c'est plus des partages de bonnes pratiques. En tout cas, moi, à mon échelle, ça peut aller, je suis en charge des études, par exemple, d'échanger avec la personne qui est en charge des études au niveau de la LFP et de se dire, tiens, voilà ce que je constate, etc. Donc, mais c'est plus des relations, j'allais dire, informelles. Aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance et surtout sur mon périmètre, il n'y a pas des projets communs encore, mais c'est plutôt partage de bonnes pratiques. Mon pendant, j'allais dire côté LFP sur la partie innovation, on échange régulièrement sur tu as ça dans le viseur, tu mets ça en place, etc. Donc voilà, c'est plutôt des choses informelles, mais comme c'est le cas aussi avec les autres fédérations de sport en France, parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'échange régulièrement avec la FFT ou avec d'autres. C'est drôle de voir que ils sont sur un sport individuel, on est sur un sport collectif, mais on a exactement les mêmes problématiques, les problématiques de fuite de certains de nos licenciés parce que pour une pratique différente et moins compétitive, eux c'est le cœur de leur problème, ou en tout cas de leur sujet côté FFT, et ils y répondent par des moyens notamment digitaux avec leur appli Ten-Up par exemple. Et en fait, on peut s'inspirer largement de ce qu'ils font et qui en plus ça a l'air de bien fonctionner, donc c'est cool. Et donc voilà, c'est plutôt j'allais dire créer les rendez-vous pour le faire. Nous, on a la chance, et c'était, je pense, une des dernières questions sur la partie est-ce qu'on est suiveur ou leader. On se pose pas cette question-là dans ces termes-là parce que on a la chance d'être leader, j'allais dire, de par la puissance du football en gros. Mais leader, c'est pas leader on considère pas les autres sports comme des concurrents en l'occurrence. Donc c'est plutôt nous, on veut être très ouvert, on regarde beaucoup ce qu'ils font et c'est créer les conditions pour un échange et pour que finalement on sorte tous par le haut, j'allais dire, sur ces problématiques-là qui sont communes finalement. Ouais. Et il y a cette vision potentiellement à moyen terme de solidifier entre guillemets l'amateur de sport, parce que fondamentalement, effectivement, comme tu le disais, vous avez vraiment des recherches qui sont communes, vous avez des besoins qui sont communs, vous avez des assets qui sont communs. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet justement de faire une plateforme un peu plus globale? Là, on sait qu'une plateforme digitale coûte quand même un certain prix, et ce côté mutualisation pour faire bénéficier à tout le monde, est-ce que c'est quelque chose qui est dans les axes de réflexion? En fait, on avait organisé un hackathon avec notamment la FFT, le ministère des Sports et le Tremplin, où on était, c'est la blockchain au service de la pratique sportive, et il y avait des sujets qui étaient liés à ça, en gros, une licence commune finalement à tout le monde, parce qu'en plus il y avait des notions de santé, le foot santé, enfin le sport santé, en gros, et avec ce fameux certificat, est-ce qu'on peut pas mutualiser ou à chaque fois on fait un certificat par sport, etc. Ouais. Donc je crois que c'est des sujets mais qui date déjà depuis un moment. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas une notion de centraliser certaines choses. Il s'avère que le CNOSF, qui est dans cette mission-là aussi, avec toutes ces fédérations, travaille. Il y a une convention, ils ont fait un groupe, une commission, j'allais dire, innovation, dans lequel on se réunit tous et on échange un peu sur nos best practices, comme je l'évoquais. Mais il n'y a pas, j'allais dire, un sujet central. Si ce n'est, là, ils vont lancer un petit service pour trouver en gros le club près de chez toi, etc. Où là, même si on ne s'est pas parlé entre nous, peut-être qu'on va tous se retrouver sur un même service, en tout cas sur une fonctionnalité en particulier. Donc voilà, mais il n'y a pas, c'est pas structuré ou j'allais dire, il y a une vraie ambition écrite de mon point de vue en tout cas. Enfin, de mon point de vue, à ma connaissance plutôt.
Maxime, Mathieu, merci beaucoup. Avec On était plaisir. là Merci pour nous beaucoup, Sam. accueillir sur Ouais. le corner. Et puis, on se retrouve, nous, dans 15 jours pour la prochaine émission.